au Chili plus récemment, avec en 2018, aussi sous la direction de le guide de l'Observatoire de l'Inde, mais plus moi. C'est le directeur actuel de l'Observatoire, Francesco Pepe, qui est l'âme de ce développement-là, qui lui arrive à 0,1 mètre par seconde. Donc il mesure des trucs. Imaginez, c'est un gain de 3000 sur la mesure de cet effet en 40 ans. Incroyable. Et ce dernier instrument peut être connecté d'une part à un télescope de 8 mètres ou à 4 télescopes de 8 mètres, donc l'équivalent d'un seul télescope de 16 mètres de diamètre. Voilà, ça c'est un peu l'histoire instrumentale de ce domaine, en tout cas vue depuis l'observatoire de Perth. Voilà, juste une idée de l'instrument intermédiaire, on va dire, qui est toujours en service au Chili, sur un télescope de 360, qui est un spectrographe donc, qui analyse les petits mouvements des longueurs d'onde, et puis qui est dans une énorme cuve à piles qui joue un rôle majeur dans ce domaine. Je ne vais pas vous discuter des 4000 exoplanètes qui sont découvertes, mais juste donner une petite idée de comment ça se passe. Alors ici, vous avez un diagramme où on a la vitesse verticalement et le temps ici. Donc chaque paquet de points rouges, ça correspond à des mesures faites sur une année. Alors vous voyez, on mesure avec l'instrument, on obtient une vitesse. Quelques nuits plus tard, on mesure la même étoile, on obtient une vitesse, etc. Et puis on rajoute des petits points rouges en fonction du temps. Et quand vous regardez ce diagramme, vous voyez qu'il y a une ondulation sur combien? Quelques années, disons une dizaine d'années à peu près. Voilà. Donc vous dites à l'œil, il y a une planète. Eh bien, quand vous laissez l'ordinateur se débrouiller avec un logiciel adéquat, eh bien, on va vous dire qu'il y a 7 planètes qui tournent autour de la même étoile. Pourquoi? Parce que si vous avez une étoile et une planète qui tourne, l'étoile va prendre une courbe comme ça, donc la vitesse va faire ça se rapproche de vous, s'éloigne de vous. Si vous avez 2 planètes, ça va faire quelque chose comme ça. Et puis quand on a 7, ça devient plus difficile avec les l'ordinateur se débrouille. Et qu'est-ce qu'on a obtenu avec un programme systématique où on avait plusieurs centaines, milliers d'étoiles de l'hémisphère sud, vu depuis l'Observatoire du Chili, que l'on a suivi pendant beaucoup d'années. Quand je dis beaucoup d'années, c'est pas fini parce que ça continue, le même programme. Et l'idée est d'avoir une vision statistique correcte des masses, des périodes, des formes d'orbite, etc., le type d'orbite, le type d'étoiles qui les abritent, la composition chimique des étoiles. Voilà. Essayez d'avoir une vision pour avoir des contraintes pour la théorie. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, c'est... Oh là! Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, vous voyez, c'est le diagramme du bas, c'est les étoiles les plus fréquentes, c'est celles qui sont entre 1 et 3 fois la masse de la Terre, etc. Et après, les plus lourdes, il y en a beaucoup moins. Et le télescope Kepler fait la même chose, non pas sur les masses, lui, mais sur les dimensions des planètes. Et donc, alors, quand je vous dis les étoiles qui sont autour de la masse terrestre, un peu plus lourdes, sont les plus fréquentes. Attention, sont les plus fréquentes aujourd'hui. Simplement parce qu'on n'a pas les instruments pour aller. Je suis bien persuadé qu'ici, on en a encore beaucoup plus. Pourquoi c'est important? Parce que c'est des planètes qui éventuellement sont susceptibles d'abriter le développement de la vie. Donc voilà, cette quête de la précision s'inscrit dans cette quête de sites potentiels pour le développement de la vie. Et actuellement, on est dans une période extrêmement vaste qui permet de comprendre de faire des pas dans la compréhension de la composition chimique et soit des atmosphères, soit des intérieurs planétaires. Est-ce que je vais décrire brièvement ici? Voici, en 1999, on découvre une planète qui a une période de 3,5 jours. 3,5 jours, ça veut dire qu'elle est très près de son état. Donc la probabilité qu'il y ait des éclipses, on utilise le mot de transit, ça passe entre votre Soleil et l'étoile, la planète va passer. On n'a pas de garantie parce que le plan orbital peut être mal orienté. Mais si par hasard il était bien orienté,
eh bien, on peut voir une baisse de la luminosité de l'étoile au moment que l'on peut prédire par une mesure d'effet d'Einstein. Et en 1990, eh bien, à l'heure presque à quelques minutes près, eh bien, on va baisser la luminosité de l'étoile de quelque 1%. Voilà, c'était la signature du passage de la planète devant son étoile. Et ça s'est fait avec une collaboration du planète américain avec un télescope de 10 cm. On n'a pas toujours besoin d'un télescope. Et puis, le collège américain remonte du temps l'année d'après pour faire des mesures assez astucieuses avec le télescope Hubble et regarder le contraste là. Donc, le contraste est le même, seulement l'échelle n'est pas la même ici. Mais par contre, regardez la qualité quand on est au-dessus de l'atmosphère terrestre. Et qu'est-ce que vous dites immédiatement quand vous dites ça? Mais on pourrait en trouver des beaucoup plus petites. Et ces gens font ça. Il suffit de construire un satellite pour aller au-dessus de l'atmosphère et faire des mesures de beaucoup de planètes. Et c'est ce qui se passe. Le télescope Kepler, il y a eu d'abord le télescope Corot, mais après il y a le télescope Kepler. Et l'idée est extrêmement simple. Vous avez un télescope de un satellite qui va pendant plusieurs années tourner autour de la Terre, mais en regardant toujours le même coin du ciel, où il y a une forte densité d'étoiles, 100 000 étoiles. Et à la fin, vous analysez des séries temporelles de mesures, et vous avez d'étoiles qui ont des petites baisses de luminosité périodiques. Et c'est pire que ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas une, mais plusieurs baisses de luminosité, qui ne sont pas toutes synchrones, c'est une complexité pas possible. Et le résultat, vous découvrez des centaines et des centaines de systèmes multiplanétaires. Comme différents d'ailleurs dans l'organisation, mais ailleurs plusieurs planètes qui tournent autour. Alors notre jeu, à nous, on ne fait pas ça exactement. Ce que l'on va faire, le télescope Kepler va nous donner des dimensions de planètes, mais ils n'ont pas la masse. Si vous voulez faire la physique, c'est quand même mieux d'avoir aussi bien la masse et la dimension. Et donc, on va faire des vitesses pour essayer de comprendre quelle est la composition chimique de ces planètes. Et donc là, on a un diagramme où on a le rayon et ici la masse. Et puis après, vous avez des courbes, là, des courbes de différentes couleurs qui correspondent à différents types de structures internes des planètes. Et donc, on s'aperçoit ici, par exemple, vous avez Vénus et la Terre en bleu, avec pas bien les voir, la Némix, c'est la et puis c'est des planètes rocheuses, elles vont suivre une certaine courbe. Les planètes avec une grosse enveloppe, avec de l'eau, etc. On peut commencer à faire la physique pour comprendre les mécaniques de formation des systèmes planétaires. Je vais passer un petit peu plus loin, on continue cette quête, et vous avez au Chili, sur le Paranal, vous avez 4 télescopes de 8 mètres. Alors l'idée, c'est d'essayer d'utiliser au mieux ces géants de l'astronomie actuelle, et c'est ce que font plusieurs de mes collègues de Genève, de Portugal, de différents instituts d'Espagne et autres, qui se groupent pour faire et conduire la construction d'un instrument de grande ambition, qui est une cuve à vide gigantesque avec un spectrographe qui capitalise sur tout ce qu'on a appris des instruments précédents pour un but extraordinairement ambitieux qui est de trouver, d'étudier des planètes de la masse de la Terre en orbite autour d'étoiles comme le Soleil. Je terminerai ici par ce tour instrumental par une vision du Chili, un observatoire du Chili, l'observatoire de la CIA, c'est même pas Paranal comme nous avons, et regardez la forêt d'instruments qui tous ont une potentialité de travailler dans le domaine des planètes. Donc actuellement, ça devient un domaine absolument majeur à l'échelle mondiale et en particulier pour nous qui travaillons souvent dans ces cas. Puis maintenant, j'aimerais faire un petit calcul avec vous. J'aime bien. L'homme est allé sur la Lune en 3 jours.
La lumière va sur la Lune en une seconde. Ok? Maintenant, imaginons que, par exemple, avec nos instruments, on découvre une planète parfaite au point de conditions. Bonne température, bonne distance, etc. Où la chimie de la vie a pu éventuellement se développer. Et on peut se trouver des tas d'idées qui sont propagées, comment dire, que quand la vie ne deviendra plus possible sur cette Terre, il n'y a pas de problème, on va émigrer sur une de ces planètes habitables. Habitables dans les conditions qui sont encore. Et alors, on en prend une qui est très près. Le centre de la galaxie est à peu près à 25 000 années-lumière. Donc, on est à quelque chose de 1000 fois plus près. J'en prends une à 30 années-lumière. Vraiment une platine. Vraiment une platine. Eh bien, il faut déjà 1 milliard de secondes pour y aller. Pour la lumière, 1 milliard de secondes. Alors maintenant, vous prenez la même type d'outil qui est allé sur Apollo 11, avec Apollo 11 sur la Lune. Bien sûr, il faudra plusieurs millions d'années. Mais alors, les optimistes qui sont parmi vous, un problème, il suffit d'accélérer. Vous savez tous, avec votre voiture, quand on accélère, vous doit payer le prix en consommation. Et là, ce n'est pas le problème d'accélérer d'un facteur 2. Hein. Passer de 30 ans on va dire à 60 ans, ouais, vous avez exactement. Passer de 10 millions d'années à 5 millions d'années, c'est bien, mais ça reste long. Surtout dans une boîte de conserve. Donc, le problème, si vous voulez faire quelque chose, il faut accélérer d'une manière massive, et le coût d'énergie que vous devez faire devient complètement réduit. C'est simplement pas possible. Avec les connaissances de toute la vie, ce n'est pas possible. Donc, la conséquence de tout ça, arrêtez de rêver à émigrer sur une exoplanète, et dites-vous qu'il faut peut-être considérer de soigner la planète. Merci beaucoup.